Dans cette vidéo, vous allez découvrir une méthode complète pour rapidement lire et comprendre un contrat d'édition en 10 étapes avec le résultat de ne pas vous faire avoir en tant que débutant dans le domaine. À la fin de cette vidéo, vous allez savoir comment lire et surtout comprendre un contrat. C'est super pratique quand on débute dans le domaine. J'aurais vraiment aimé avoir cette vidéo. Restez aussi jusqu'à la fin pour avoir un accès à un bonus surprise. Un vrai plus à avoir tard qui recherche un éditeur. Alors, je vous attends dans mon vidéo de l'autre côté. Bienvenue sur ma chaîne Copyright sur demande. Je suis Danielle Huard et auteur de 5 livres, dont un best-seller, conceptrice d'idées, inventeur de plusieurs techniques innovantes. J'ai comme mission d'informer les personnes qui ont des idées fantastiques à les protéger et surtout les monétiser. Je vais vous montrer 10 points à vérifier dans votre futur contrat d'édition. C'est surtout important de le faire bien avant de signer le contrat avec un nouvel éditeur. Et le point numéro 9 risque de bien vous étonner. N'oubliez pas de rester jusqu'à la fin pour tout savoir. Si vous désirez partager vos questions et commentaires, faites-les sous cette vidéo, ça me fera plaisir de répondre. Les points suivants que je vais vous démontrer dans quelques instants sont extrêmement efficaces et fondamentaux dans un contrat d'édition. Donc, on va faire un petit tour de 10 points qu'il faut absolument vérifier, voire négocier et même refuser avant de signer avec un éditeur. Souvenez-vous qu'un contrat vous engage pour une longue période et que vous risquerez des frustrations si vous signez. Et comme je vous disais, restez pour le cadeau bonus parce que c'est un contrat exemple pour les futurs. Alors, et aussi, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour tous les vidéos sur le copyright. Le numéro 1, la durée. La durée, le contrat va vous lier à un éditeur pour une période d'année plus ou moins longue. Bien sûr, votre intérêt en tant qu'auteur est de négocier cette durée. Imaginez-vous pour une raison, vous déchantiez sur cette maison d'édition et que vous souhaitez aller ailleurs. Il vous faudra attendre le temps indiqué par le contrat pour avoir le droit de le faire. Numéro 2. La rémunération. La rémunération de l'auteur, on appelle ça des avaloirs. C'est le montant que vous remet la maison d'édition avant même qu'elle n'ait vendu un seul livre de vous. Cette démarche est le signe d'une relation de confiance que l'éditeur met en vous et que vous avez en elle. Cela indique également que cet éditeur a des assises solides. Les petites maisons d'édition ne peuvent pas se le permettre et ne vous proposent pas d'avaloir en général. Attention, ce montant n'est pas une prime ou un cadeau. C'est juste une avance de vos futures redevances. Même les grandes maisons d'édition, il est très rare d'obtenir un avaloir sur le premier contrat. Si vous en faites un, et vous pouvez vraiment vous réjouir. Cependant, prenez quand même le temps de bien vérifier l'ensemble des clauses avant de signer avec le bonheur. Si vous n'avez pas d'avaloir, alors vérifiez que d'autres éléments soient proposés en compensation. Par exemple, de meilleurs taux pour les redevances ou des paiements plus fréquents qu'une fois par année. Numéro 3. Les redevances. Ne vous attendez pas à un pourcentage mirobolant. Pour information, mon premier contrat d'édition m'a permis de toucher un gros 8% de redevances. En plus, j'ai eu le plaisir d'avoir un best-seller. C'est certain que mon deuxième livre, alors j'ai négocié une augmentation de mes redevances à un gros 10%. En plus de recevoir un avaloir. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai comment augmenter vos redevances. Vérifiez ça. Numéro 4. Le tirage. Le tirage, c'est le nombre initial d'exemplaires de votre livre prévu par l'éditeur. Les petites maisons d'édition favorisent en général un premier tirage de 150 à 500 exemplaires
Donc, il est clair que plus votre éditeur produira d'exemplaires et plus vous serez motivé pour les vendre. Vous avez donc tout intérêt à négocier le nombre d'exemplaires, ne serait-ce qu'un tirage de 500 copies. Comprenez que vous négociez un contrat et que votre nombre d'abonnés, par exemple à votre Facebook, YouTube, votre liste de courriels, votre liste de contacts, influencera grandement l'éditeur à augmenter le tirage de votre livre. Numéro 5, les exemplaires. Alors, qu'ils soient mentionnés, le nombre d'exemplaires offerts est mis à la disposition par la maison d'édition. Il y aura également une rubrique indiquant à quel prix vous pouvez vous procurer vos ouvrages supplémentaires afin de les vendre par vous-même. Il est habituellement disponible de vous procurer vos livres à 50% de réduction de plus en les vendant, notamment dans les foires, les salons où vous participez ou dans lesquels vous avez un kiosque. Il y a aussi vos abonnés Facebook, YouTube, liste de courriel, votre liste de contacts, vos clients, votre entourage immédiat, votre maman, votre papa, eh bien, vous avez le choix de les vendre. Si vous participez à des conférences, par exemple, vous avez tout intérêt à négocier une importante réduction sur vos livres. C'est ce que j'ai fait. Numéro 6. Numéro 6. Les droits cédés. On n'en a pas conscience tant qu'on n'a pas signé son premier contrat. Mais ce que vous faites avec ce dernier, c'est donner tous les droits à l'éditeur concernant votre texte. Il y a même le droit de modifier celui-ci et peut-être en faire ensuite ce qu'il veut. Même le garder dans un tiroir. Bien sûr, il n'a pas intérêt à procéder ici. Je vous rassure. Mais il faut bien réaliser que vous allez mettre votre bébé entre les mains de quelqu'un dont ce n'est pas le bébé. C'est lui qui va l'habiller de son choix de page couverture, le faire imprimer, le promouvoir via la diffusion dans les médias. La publication dans les foires et les salons où ses représentants seront présents. Et vous n'avez que très peu de nouvelles concernant ces démarches. Bon, personnellement, c'est ce que j'ai trouvé vraiment le plus difficile à vivre. Dans l'édition classique, passer des mois à écrire un texte et même des années et qui est converti en livre pour ensuite ne plus rien décider à son sujet, une fois le contrat signé, c'est très difficile. Numéro 7. Les droits numériques. Le contrat typique prévoit que vous cédiez également vos droits numériques pour l'exploitation digitale de votre livre. Souvent, le montant de redevance s'élève pour certains exemplaires jusqu'à 50%. Vu les frais minimes et aucun risque lié à la distribution et l'impression. Si vous avez déjà une expérience dans le domaine de la vente digitale de vos livres et que la maison d'édition n'est aucune, donc on vous propose les e-books ne concédant pas vos droits numériques. Cela se fait régulièrement après de nombreux auteurs indépendants qui utilisent d'autres réseaux pour la mise en marché, la promotion et la vente de leurs livres comme Amazon par exemple. Numéro 8. Le format et la promotion. En général, cela est exclusivement du ressort de l'éditeur. C'est lui qui retient les services d'un illustrateur, d'un infographe pour faire la maquette de la couverture et qui décide du calendrier de publication et des dépliants à imprimer pour faire votre livre. C'est lui aussi qui décide des actions à mettre en place lors de la période de pré-lancement et du lancement. Il est vivement conseillé de négocier la mention d'un droit de veto sur toutes les modifications du texte et les modifications des images ainsi que les illustrations de votre livre. Plusieurs auteurs se sont effondrés devant les textes modifiés et une couverture imposée sans pouvoir y apporter d'autres modifications. De même que les textes promotionnels devraient avoir la mention, doivent être soumis à l'approbation de l'auteur avant publication. Car c'est tout de même votre livre et vous, c'est vos médias qui parleront de vous. Enfin, vérifiez qu'un échéancier le plus précis possible figure dans le contrat concernant la date de publication de votre livre. Assurez-vous aussi que la parution de votre livre se fera dans les 9 mois suivant la signature de votre contrat.
Numéro 9, c'est celui qui vous surprendra. Bien, il y a des produits dérivés. Oui, oui. Le plus souvent, c'est les éditeurs qui l'utilisent en contrat tout prêt et retrouvent une clause faisant mention, sous réserve du droit de morale de l'auteur. Ce dernier cède également à l'éditeur tous les droits dérivés suivant la traduction de toutes les langues, les œuvres, les graphiques, les objets d'adaptation cinématographique, etc. Cependant, même si vous pensez que votre livre n'a aucune chance d'en arriver à un tel succès, ne laissez pas aller cette clause sans la négocier ou tout simplement ne pas l'inclure dans la concession. Pourquoi donner tous vos droits à un tiers? Ici, l'éditeur, alors que c'est vous qui êtes à l'origine du contenu, des idées, de l'histoire, de tout votre livre. Je vous suggère fortement de négocier un pourcentage clair à cette section de contrat avec l'éditeur que vous choisirez. La négociation de cette clause pourra vous en dire long sur ce que vous pouvez vous attendre de lui lorsque vous signerez votre contrat. Il est toujours temps de renoncer à signer une entente avec un éditeur et ce tout au long de vos négociations. Il est vraiment important de vous sentir bien et en confiance avec votre éditeur. Après, il sera trop tard. Et croyez-moi, je le sais. Numéro 10, le droit de préférence. Attention, cela est considéré comme une clause abusive. Et pourtant, la plupart des éditeurs y ont recours. L'idée, c'est de vous contraindre à présenter systématiquement tous vos prochains manuscrits à l'éditeur que vous aurez choisi et que vous faites confiance pour y confier votre bébé. Comprenez bien que cette clause vous attache, non seulement pour votre présent manuscrit, mais tous ceux que vous allez produire par la suite, pendant la période de votre contrat. Vous n'êtes pas obligé d'accepter cette clause et je vous conseille fortement de la faire retirer de votre contrat. Je sais que plusieurs auteurs n'osent pas négocier cette clause et l'acceptent en se disant que c'est une bonne chose et que de cette façon, ils n'auront pas à chercher un autre éditeur et leur prochain livre. Cette clause est équivalente, bien sûr, à un mariage. C'est sérieux et vous devez évaluer l'ensemble des limitations que vous acceptez en la négociant et ne pas mettre cette clause si vous désirez. L'idée étant de vous empêcher d'être sollicité par d'autres éditeurs qui n'ont pas eu à prendre de risques avec vous et votre livre. La plupart des auteurs ayant eu du succès grâce à leur livre ainsi qu'au travail de l'éditeur seront sollicités par d'autres éditeurs et leur proposeront des contrats plus intéressants et souvent avec des avaloirs importants et des redevances aussi très intéressantes. Bon, vous êtes en affaires lorsque vous négociez votre contrat. Ne vous laissez pas prendre par les sentiments. Cependant, laissez-vous guider par des professionnels ainsi que votre intuition profonde. Vous n'avez aucun intérêt à signer cette clause. Si vous êtes du genre fidèle et que les relations avec la maison d'édition restent bonnes, vous allez tout naturellement leur confier tous vos futurs manuscrits. Pas besoin d'une clause de ce type dans le contrat. Si par contre cela se passe mal avec cet éditeur, vous serez bien content de ne pas être lié avec cette clause de préférence et d'exclusivité. Très important à vérifier aussi. La maison d'édition s'engage à vous payer vos redevances en fonction d'un échéancier qui figure dans la rubrique échéancier. Une fois par an, en fin de chaque année, 2 fois ou 4 fois chaque trimestre. Elle s'engage aussi à faire preuve de transparence concernant les ventes de votre livre. Si votre contrat prévoit un paiement trimestriel, c'est toujours plus rassurant qu'un versement annuel à la fin de l'exercice. Par expérience, c'est une partie qui reste toujours obscure dans l'ensemble des auteurs et qui devient rapidement une source de conflit et de frustration. Une petite dernière en bonus, assurez-vous d'ajouter une clause qui vous permette de pouvoir faire réaliser un audit, soit une vérification des ventes de vos livres de l'éditeur par une firme professionnelle acceptée par 2 contractants au contrat.
De cette façon, vous serez tranquille et votre éditeur s'assurera de bien gérer la promotion et l'information des ventes de vos livres. Donc, voici le résumé des 10 points que je viens de vous parler. Numéro 1, la durée. Numéro 2, la rémunération. Numéro 3, les redevances. Numéro 4, le tirage. Numéro 5, les exemplaires. Numéro 7, les droits numériques. Numéro 8, le format et la promotion. Numéro 9, les produits dérivés. Numéro 10, les droits de préférence. Comme vous l'avez compris, un contrat, ça se négocie. Vous ne devez pas accepter tout contrat qui vous laisse présenter sous le prétexte qu'il s'agit de votre premier contrat. N'ayez pas peur de négocier votre contrat. Comprenez aussi que si vous avez un contrat de l'éditeur, c'est que le manuscrit que vous lui avez proposé l'intéresse et ça va intéresser plusieurs personnes. Donc, si l'éditeur refuse tous les ajouts ou les modifications que vous lui demandez, chaque gain et modification vous démontrera que tout se négocie dans le domaine de l'édition. Au pire, ils refuseront vos demandes. Au mieux, il les acceptera toutes. En général, il négocie certains points en échange. Par contre, vous accepterez certaines clauses et vous en refuserez d'autres en fonction de votre personnalité, votre situation, vos goûts, vos besoins financiers. Négociez seulement les clauses qui vous tiennent vraiment à cœur et cédez les autres. Après tout, dans une négociation, il faut aussi que chacun il donne donnant. Vous y voilà. Revenez au bas de cette vidéo et il y a cette offre gratuite d'un contrat exemple. Téléchargez immédiatement le contrat modèle en cliquant sur le bas de cette vidéo et je vous guiderai et vous inspirera à négocier votre prochain contrat d'édition ou pour une maison d'édition. Abonnez-vous à ma chaîne pour continuer à être informé et regarder les vidéos qui vous aideront à vous sentir mieux équipé pour négocier la valeur de vos connaissances et vos compétences.